Une note du corps d'armée d'Alger, rédigée par le colonel Argoud, précisait: la recherche systématique de mines dans une région ou sur un tronçon d'itinéraire est confiée à un certain nombre de chefs de famille, qui perçoivent une récompense pour chaque mine trouvée. Les chefs de famille sont choisis parmi les plus âpres au gain et parmi ceux possédant une clientèle importante, entre parenthèses. Cette clientèle étant représentée par ses enfants, parents, amis, protégés, bergers, etc. Ce sont ces derniers qui cherchent les mines. Le contrôle de la population doit être enfin poussé à l'extrême, grâce à la multiplication des polices officielles ou officieuses. Les policiers responsables des centres ruraux ou urbains doivent posséder un fichier permanent où les sentiments de chacun sont notés. Une note de service d'un régiment d'infanterie de marine, note inspirée de l'enseignement du colonel Argoud, donne ces exemples de notes quotidiennes que doit porter sur son journal, baptisé cahier de contact, l'officier responsable. Un groupe de femmes a récolté des olives à tel endroit. L'une d'entre elles semblait faire le guet. Comme hier, la femme Z a mis un drap blanc à sécher à côté de sa mechta. J'ai l'impression que les enfants sont plus distants avec les soldats que ces derniers jours. Quant aux recalcitrants, à ceux qui n'acceptent pas le contrôle et qui s'efforcent d'y échapper, ils doivent être, dit le colonel Argoud, renvoyés au fond des oueds. Cette vision d'une Algérie concentrationnaire, entièrement contrôlée par l'armée, fut-elle celle de tous les officiers? Certainement non. Ainsi, dans un roman, le colonel Georges Buy critique avec sévérité cette conception de la pacification. Son héros s'efforce de détruire la capacité militaire du FLN sans porter atteinte à la structure de la population, sans l'empêcher de se diriger elle-même. Y avait-il là une illusion? Pouvait-on réellement lutter contre l'ALN sans détruire en même temps l'OPA? Dans des périodes comme celle de la guerre d'Algérie, il y a gros à parier que la solution la plus facile, la solution stupide, comme dit Germaine Tillion, sera employée. Laissons de côté les querelles théoriques. On remarquera simplement que nombre d'officiers ont cru faire une guerre propre en administrant la population, en construisant des écoles, en installant des hôpitaux. Tel fut le cas de beaucoup d'officiers des SAS. Sur l'échec de cette tentative, 2 témoignages, parmi beaucoup d'autres, doivent être cités. Celui du colonel Chohen, issu des affaires indigènes du Maroc, et qui incarnait entre tous, au gouvernement général, l'esprit qui avait été celui de l'IOT. Il écrivait le 22 mars 1959 au délégué général de l'ouvrier après la mort de son fils, officier de SAS. Mon fils et nos frères qui sont tombés ont été moins victimes des Arabes, entre parenthèses, comme on dit ici, que d'un esprit et d'un système contre lequel je n'ai cessé, avec bien d'autres, de m'élever en vain, et qui s'appelle ignorance et mépris à l'égard des musulmans, hostilité et mépris à l'égard de ceux qui connaissent et qui aiment les musulmans. Plus cruellement, un groupe de jeunes soldats
devait dire le soldat, instituteur, l'officier SAS et même le médecin de l'assistance médicale gratuite ne sont pas seulement instituteurs, administrateurs, médecins, ils sont militaires. Et on le leur répète bien. Dans cette guerre où décidément tout se pervertit, ils ne sont pas d'abord au service des gosses musulmans, des malades d'Indouar, mais ils servent une cause. Ils sont un atout de plus dans un combat. C'est d'ailleurs pour cette ambiguïté que l'armée s'y intéresse d'abord. Sans même parler du médecin militaire ou civil qui ranime un blessé pour qu'on puisse le soumettre à la torture. Il arrivera ainsi que tel officier personnellement impeccable remette un prisonnier à tel autre officier dont la fonction sera de torturer ou de tuer, qu'un instituteur ou une assistante sociale se fasse la propagandiste plus ou moins conscient des thèses les plus imprudentes. Cette guerre était ainsi faite que les consciencieux travaillaient en fin de compte pour les tortionnaires. Ce système totalitaire, dont la torture n'est qu'un des éléments, ne s'est pas, cela va de soi, constitué en un jour. Il n'est même jamais parvenu à la perfection, puisqu'en fin de compte, dès la signature du cessez-le-feu, le FLN, par l'intermédiaire de l'OPA, régnait seul dans le bled. Dans le constantinois et dans l'algérois, surtout, les Algériens ont pu reconstituer leur organisation au fur et à mesure qu'elle était détruite. Des éléments du contingent, voire de l'armée de métier, ont résisté au rôle qu'on voulait leur faire jouer. Des secteurs de l'administration civile ont mené une bataille de retardement qui n'a pas toujours été efficace ou inefficace. Il n'empêche que s'est installé peu à peu en Algérie un pouvoir militaire autonome, dont le fer de lance était constitué par les équipes de tortionnaires et qui a, peu à peu, entièrement remplacé le pouvoir traditionnel. Par quelle étape en est-on venu là? Les premiers témoignages recueillis par la répression militaire, ceux des anciens, entre parenthèses, rappelés, laissent, dit Laurent Schwartz, une épouvantable impression d'horreur et de désordre. Partout, ou presque, où l'on se bat effectivement, dans les Aurès, en Kabylie, la torture, le meurtre de prisonniers sont pratiqués de façon courante. Certaines unités, certains hommes deviennent des spécialistes. Les parachutistes, par exemple, ou les groupes mobiles de police rurale, dont les cadres sont surtout recrutés chez les Européens d'Algérie. Ne traçons pas cependant un tableau trop uniforme ou trop uniforme. Certains chefs, tels le colonel depuis général, Paris, de Bollardière, se refusent à employer la torture. D'autres favorisent la liquidation immédiate des prisonniers. D'autres encore évitent cette liquidation, retiennent leurs hommes désireux de se venger pour confier les prisonniers aux mains des policiers ou des officiers de renseignement, qui sauront exploiter leurs victimes et en tirer par la torture de précieuses indications. Dans la mesure où le commandement intervient, c'est plutôt pour favoriser cette dernière attitude que la première. Quoi qu'il en soit, dans le bled, le pouvoir civil, qui avait toujours été peu consistant, cède peu à peu la place au pouvoir de l'armée. En 1956, 3 chefs militaires détiennent la totalité des pouvoirs dans une région rurale. Le général Parlange, assisté du général Vanuxem, dans l'Aurès. Il avait reçu cette délégation de Jacques Soustel dès 1955. Le général Ollier en Kabylie
et le colonel de Bollardière dans l'Atlas blidéen. Ils n'en font évidemment pas le même usage, mais l'ironie logique du destin a fait que le voisin du secteur de Bollardière et son successeur se sont appelés Antoine Argoud. L'évolution fut moins rapide dans les grandes villes et autour des grandes villes. En 1955 et dans la première moitié de 1956, bien que les tortionnaires spécialisés dans le rapport Guillaume avaient montré les activités, pratiquent encore à Alger, Oran et Constantine. Les grandes villes sont, par comparaison au bled, des havres de paix. L'administration civile continue à exercer un certain contrôle. Les camps d'internement, pour suspects qu'elle organise en vertu des pouvoirs spéciaux, n'ont rien de commun avec les camps nazis. Ceux qui y sont détenus ont au moins l'assurance qu'ils n'y seront pas torturés. C'est cependant à Alger que le drame décisif va se jouer, qui étendra à l'ensemble de l'Algérie le pouvoir militaire constitué dans le bled. Le 6 février 1956, le président du Conseil, Guy Mollet, est accueilli à coups de tomates et capitule aussitôt, exigeant la démission du général Catroux, qu'il remplace par Robert Lacoste. L'armée n'a pas participé à l'émeute, qui a bénéficié, au contraire, de la complicité des services de police, et notamment de ces policiers qui, compromis dans des affaires de torture, craignaient d'être mutés en métropole. Crainte bien vaine. Si quelques chefs, notamment le directeur de la Sûreté nationale en Algérie, sont remplacés, l'essentiel de l'appareil policier reste en place. Ces policiers, dont nous avons déjà décrit l'état d'esprit, sont doublés par des unités territoriales recrutées parmi les Européens et dont certains disposent d'éléments blindés. En quelques semaines, de juin à août 1956, la situation devient tragique. Le 19 juin, pour la première fois, 2 membres du FLN sont guillotinés dans la cour de la prison Barberousse. Le 20, pour les venger, le FLN organise pour la première fois des attentats aveugles au revolver contre la population européenne. Les Européens développent alors des cellules contre-terroristes et font passer, suivant l'expression de l'un d'eux, Philippe Castille, qui devient en 1962 le chef des plastiqueurs de la région parisienne, le contre-terrorisme de l'échelle artisanale à l'échelle industrielle. Un groupe dirigé précisément par Castille et par Michel Féchos fait sauter à la bombe un ensemble d'immeubles de la Casbah, dans la nuit du 10 au 11 août 1956. L'assassinat à la bombe a fait son apparition à Alger, et c'est un crime français. Il y a plusieurs dizaines de morts. Michel Féchos et Philippe Castille ont beau se vanter ouvertement d'être les auteurs de ce crime, ils ne sont pas inquiétés et la presse annonce simplement qu'un laboratoire clandestin du FLN a fait explosion. Le FLN riposte en organisant à son tour des attentats à la bombe. Ce sont les prodromes de la bataille d'Alger. À la fin de 1956, on peut croire que la situation à Alger s'est alignée sur le bled et tout naturellement le problème du pouvoir se pose. Les ultra-algérois y songeaient depuis longtemps, mais aucun mouvement n'avait la moindre chance de déboucher sur autre chose que le contre-terrorisme pur et simple s'il ne prenait pas des liaisons avec des militaires. Le général Faure, adjoint du général commandant de la région d'Alger, organisateur des unités territoriales blindées, prend alors contact à la fois avec des milieux parisiens et avec des groupes contre-terroristes ayant à leur actif de nombreux attentats, et dont certains, notamment le CRF, le Comité de la Renaissance française, animé par Robert Martel, disposent d'un centre de torture privé où ils organisent des interrogatoires avec le concours, sinon la participation directe,
de plusieurs officiers, notamment le colonel Fossé-François et le colonel Tomaso. Le général Faure met sur pied un plan de prise du pouvoir qu'il a la naïveté de révéler le 24 décembre 1956, en espérant sa complicité, à M. Paul Tingen, secrétaire général chargé de la police générale à la préfecture d'Alger. Celui-ci dénoncera aussitôt le complot. Le problème n'en est cependant pas résolu, d'autant que les sanctions prises sont légères. Le général Faure est simplement frappé de 30 jours d'arrêt. Les contre-terroristes continuent leur exploit. Le 29 décembre, à l'occasion des obsèques de M. Frogère, président de l'Association des maires de l'Algérie, abattu par Ali Lapointe, une manifestation se produit au cri de « l'armée au pouvoir », suivie d'une ratonnade. Les militaires susceptibles de se laisser séduire par ces cris sont d'autant plus nombreux qu'ils ont gardé sur le cœur l'échec de l'expédition de Suez et qu'ils constatent que l'arraisonnement de l'avion de Ben Bella, le 22 octobre 1956, n'a été suivi d'aucun résultat positif. La combativité du FLN qui annonce la grève générale pour la fin janvier les inquiète, comme elle inquiète les Européens. Tout démontre, semble-t-il, qu'on ne viendra pas à bout de l'insurrection et du terrorisme urbain par des méthodes traditionnelles, encore moins par des méthodes légales. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.